Lochou, vous êtes acteur, metteur en scène, directeur artistique et producteur né un 14 avril à Lyon. Français d'origine incontrôlable. Incontrôlable, vous l'êtes certainement, mais pas que. Premier prix de conservatoire et ancien élève d'Antoine Vitez au Théâtre National de Chaillot. Vous travaillez rapidement en France et en Europe, entre théâtres nationaux et scènes indépendantes, notamment avec Vitez donc. Jean-Paul Roussillon, Philippe Adrien, Jean-Claude Grimbert, Georges Lavelli, Jacques Weber, entre autres, vraiment entre autres, car au théâtre, vous délectez et vous les habitez. À l'image aussi, vous avez participé en tant qu'acteur et scénariste, tant pour le cinéma que la télévision, dirigé par Patrice Lecomte, Serge Moiti, Jo Daguerre, Jérémy Barré, encore entre autres, car il y a 30 films à votre actif. Ensuite, vous êtes artiste associé au Centre dramatique national de Reims, dirigé par Christian Scaretti, et devenez officiellement directeur artistique pour les arts et mouvements. Compagnie à l'endroit des mondes, allant vers... Mais il y a tant de choses à dire sur votre parcours. La plus récente est certainement cette intimité dont vous avez la chance d'avoir avec un certain Victor Hugo qui vous envoie des mails la nuit. Et afin d'assouvir sa requête, ou la vôtre, je ne sais pas, vous êtes allé le chercher au Panthéon. Car sa vision sur la société est si juste. Il met d'ailleurs la société au centre de tout justement, mais aussi l'éducation, plutôt que la répression, les sciences et surtout la liberté. Le tout de quoi faire un programme pour les élections de 2022. Le candidat parfait, Victor Hugo. Aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de votre manifeste « Demain ne peut pas attendre », tribune poétique et politique qui renoue avec le souffle primordial de Victor Hugo pour défendre l'art engagé et le mettre au cœur du débat électoral. L'art, la culture et l'éducation. Contribution intergénérationnelle d'éclairage public au service du bien commun, ce manifeste pour un temps présent convoque un éveil, un réveil des consciences et un désir d'action face aux urgences. Aimer, c'est agir, dit Hugo. Moi, votre travail, je l'aime déjà. Lochou, bonsoir. Demain ne peut attendre, ça sent un peu l'urgence de vie et la résistance de vie, non ? Oui, et c'est la raison même pour laquelle Demain ne peut attendre est présent ici à Valorcine pour la Nuit des Ours, ouais. Puisque ce festival est tenu par un engagement qui est son slogan, qui est « Créer, c'est résister, résister, c'est créer ». Et tout l'engagement de Victor Hugo, en fait, est bien avant Stéphane Hessel, qui avait produit cette pensée-là. Victor Hugo, dans toute son œuvre, quand je dis son œuvre, je parle de la vie de Victor Hugo. L'œuvre de Victor Hugo est indissociable de sa vie même. Ouais. Et je pense sincèrement que Bruno Boussagol est en filiation directe avec Victor Hugo. Sinon, il ne serait pas un ours. Vous savez que Victor Hugo est venu à Chamonix ? Oui, il a même écrit sur un crime, je crois, qui s'est produit ici même à Valorcine. Exactement, oui. Et il avait très peur des glaciers. Oui. En fait, les glaciers le faisaient fondre des larmes. C'était un homme océan, donc il devait avoir le vertige des profondeurs. Voilà. C'est possible. Et Demain ne peut attendre, c'est un texte de Victor Hugo qui n'est pas très connu. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Je dirais même qu'il est dans le domaine public. Et c'est là où on peut se poser la question de la culture en tant que domaine public, puisqu'il est dans le domaine public sous un autre nom, qui est le titre de William Shakespeare. C'est un essai. C'est juste pour dire que nous avons des rues, des avenues qui s'appellent Victor Hugo, que tout le monde se réfère à Victor Hugo, mais qu'en fait, personne, ce qu'on appelle le grand public ne connaît pas Victor Hugo. On connaît Victor Hugo à travers, les siècles, 150 ans, 200 ans, à travers ce qui s'appelle l'éducation nationale, pour le meilleur et pour le pire. Mais la profondeur de Victor Hugo, elle intéresse finalement assez peu de monde. Et la preuve en est que cet essai gigantesque qui s'intitule William Shakespeare, quasiment personne ne lit cet essai, tout simplement parce que ce n'est pas un roman, ce n'est pas un poème, ce n'est pas une pièce, c'est une pensée extrêmement profonde, complexe, à dimension certes historique, politique. Tout l'engagement de Victor Hugo, même dans sa poésie la plus mystique, est indissociable de sa vision politique du monde. Parce qu'il porte en lui, la politique de Victor Hugo est une politique de l'émancipation et des profondeurs et des hauteurs.
Et des libertés aussi. Des libertés. Et c'est la raison pour laquelle il va se présenter en 2022 sur cette question même de la liberté, non pas de la liberté au sens très primaire, comme on peut l'entendre, mais de la liberté finalement absolue, qui est celle de la relation au monde, de l'invention du monde. Et c'est là, dans ce même principe de liberté, qu'au cœur de tous ces engagements, de toutes ces urgences, qu'il place le socle du vivant comme premier état nécessaire à cette liberté. Et le socle du vivant chez Hugo, c'est tout le contraire d'un divertissement primaire aussi, qui passerait par un phénomène juste de comment vous dire, de culture à consommer selon des critères bien établis. Non. Et sociaux aussi. Et sociaux. Et cette notion de liberté, elle est indissociable de l'émancipation à travers le socle du vivant, qui est celui de la culture, des arts, et aussi des sciences, mais surtout de l'éducation. L'éducation non pas comme dogme, qui est, faut savoir que Victor Hugo, qui sert d'alibi à une très très bonne conscience française, qu'elle soit vrai. de tous les partis politiques, d'accord ? Parce que si Victor Hugo se présente en 2022, c'est qu'il ne veut plus qu'on parle de lui à l'occasion d'inauguration de toilettes publiques, ou un logiciel politique de n'importe quelle couleur politique d'ailleurs va sortir une phrase toute faite en disant « comme disait Victor Hugo ». Parce que ça n'existe pas comme disait Victor Hugo. Cet homme, et c'est pour la raison pour laquelle il revient, toute pensée, toute parole chez Hugo n'a de valeur que si elle prend corps au sein d'une action. C'est pour la raison pour laquelle cet homme, qui est un homme océan, qui a tant écrit, debout, je le rappelle qu'il ne s'asseyait pas, jamais, ouais. il était debout, il écrivait debout, en marchant, ou en exil face à l'océan. Cet homme a terminé sa vie par ces 3 mots: aimer, c'est agir. Il a terminé sa vie comme ça. C'est toute l'amplitude de son message, en fait, de cette filiation qu'il nous laisse. Et donc, Demain ne peut attendre est un manifeste pour un temps présent. Donc, je tiens à préciser que ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est vraiment Victor Hugo. J'ai tiré, moi, puisqu'il m'a confié cette très légère tâche d'être, disons, son porte-parole en 2022. Et donc, depuis 2017, je prépare le terrain d'une manière absolument clandestine. Auprès des ours, notamment entre autres. Car ce soir. Les ours sont à l'écoute, pas seulement les ours, les tortues, bref, beaucoup de monde sont à l'écoute pour l'instant. Le monde animal est prêt. Est présent. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle donc j'ai constitué ce manifeste, qui sert vraiment de socle, en fait, à l'urgence de ce demain qui ne peut attendre réellement au regard des urgences qu'on traverse aujourd'hui. Car aujourd'hui, où nous vivons dans un monde de masques, de bâillonnement, je ne dis pas que je ne parle pas du virus là, mais en tout cas le VH22, puisque c'est le nom de ce programme, le VH22 va en effet être un nouveau virus, un virus humaniste, car Hugo, qui est très proche de ses initiales, est un virus humaniste. C'est ce qu'il faut vraiment entendre. C'est presque une épidémie d'amour, en fait. C'est une épidémie absolue d'amour, une contagion, non pas idéologique. Hein. Le virus existe, ce coronavirus existe, mais moi je pense que la contagion est aussi idéologique. Donc nous devons nous sortir de l'idéologie contaminante. Bien sûr. Et en termes de corps, là, on parle beaucoup d'esprit. Je crois qu'il y a 2 corps sur le plateau, c'est ça ? Vous êtes accompagné d'un violoncelliste qui s'appelle Marc Loras, c'est ça ? Bien entendu que ce travail c'est un manifeste, mais c'est un manifeste spectaculaire que nous avons avec Marc Loras, disons, composé d'une certaine manière. En tout cas, Marc Loras a composé une musique qui fait corps avec la pensée. Donc c'est un corps à corps entre la musique et le geste de parole. Donc ce n'est pas une lecture, c'est une parole qu'on essaie de rendre organique à la pensée, à l'entendement. Je tiens à dire que le mot penser, qui aujourd'hui est un mot très très douteux, je tiens à rappeler comment Hugo définit cette notion de pensée. Il dit penser, c'est très simple. D'abord il dit l'art est un courage. Et ensuite il dit penser est une générosité. Et
pourquoi je relis l'art est un courage et penser est une générosité? Parce que la question de la générosité est indissociable dans la sémantique que nous employons, puisque nous parlons avec des mots et que ces mots ont une tendance à se ratatiner. Générosité, ça veut dire générer. Et c'est pour ça que vous parliez de ce programme, de ce manifeste comme transgénérationnel, parce que la question de générer, elle est au cœur même de notre temporalité. Nous devons être des générateurs. Et c'est ce que fait Bruno Boussagol et toute son équipe ici même à Valorcine, c'est générer. Et c'est généré généreusement parce que je peux vous assurer que d'abord c'est absolument génial ce qui se passe ici. Je suis tout à fait d'accord avec vous. En termes d'invention, parce que la question de la générosité et de générer, c'est lié à l'invention. Et c'est pour ça que l'art est un courage. Ce n'est pas un courage pénible, ce n'est pas un courage réactionnaire. C'est un courage de générosité, d'offrir une invention. Nous avons besoin d'inventer le monde. Parce que sinon nous n'avons aucune raison d'être en fait en réalité si nous ne sommes pas, et c'est pour ça que les artistes, ceux auxquels Hugo fait appel dans son manifeste, il dit plus d'art feignant, plus d'art, soyez utile, servez à quelque chose, l'art pour le progrès. Voilà. Et l'art pour le progrès, c'est pas juste un truc structurel comme ça. C'est pas juste un truc pratique. Non, bien sûr. Non. C'est ce que fait Bruno Boussagol. C'est l'art pour le progrès. C'est aussi c'est inventer à partir de l'existant, sans dénaturer, mais c'est créer des prolongements. De générer du prolongement de l'émotion, de la pensée. Et c'est à quoi, à travers son programme, et pas seulement le programme des artistes, mais ce qu'on appelle, sans savoir trop ce que c'est, les spectateurs. Les spectateurs sont au cœur même de ce dispositif. Parce d'abord, ils deviennent acteurs de ce parcours, de cette empreinte. Nous sommes dans des empreintes, nous sommes dans un cadre millénaire ici. Et nous-mêmes, nous sommes millénaires d'une certaine manière, même si nous sommes éphémères. Nous sommes plus éphémères que les montagnes. Mais c'est toute cette relation justement de temporalité et d'invention qui est en jeu ici à travers la nuit des ours. Voilà. Et justement, jouer dehors, du coup, ça prend tout son sens ici avec les mots d'Hugo, non ? Alors, parce que ça va le lien avec la terre et avec... Oui, bien entendu, parce que Hugo, parce que moi j'ai pas décidé, quand Bruno Boussagol m'a appelé, oui. D'abord j'ai demandé à Victor Hugo si Victor Hugo était d'accord. Et alors, il vous a répondu mais bien entendu, et Victor Hugo était fou de joie, absolument fou de joie. Il était content de revenir à Chamonix, dans la vallée de Chamonix. Mais bien entendu, lui, l'amoureux des montagnes, qu'elles soient en hauteur ou souterraines, et absolument... et bon, il est vrai que Bruno Boussagol nous a mis Victor Hugo à l'épreuve pour faire entendre cette parole, puisqu'il nous a mis près d'une puissance aquatique sonore. Extrêmement puissante. Alors c'est vrai que le site nous a été dédié en pleine sécheresse, mais il a beaucoup plu ces derniers temps. Donc nous allons affronter cet élément. Et je dois dire que c'est la première fois avec Marc Leras, dans ce corps à corps violoncelle-voix, que nous allons donc devoir nous battre, mais nous battre... mais de la contrainte naît l'art, comme d'habitude. Mais absolument, et c'est un combat qui ne lutte pas, ne vit pas, comme le dit Victor. Et c'est la première fois que vous travaillez avec Bruno Boussagol, ou vous aviez déjà travaillé ensemble? C'est une rencontre ou... Alors, c'est la première fois, effectivement, mais Bruno Boussagol fait partie de ces êtres rares, d'abord qui sont des êtres fidèles dans leur parcours, dans leur engagement, dans leur vision. Et j'insiste sur cette question parce qu'une programmation, ce n'est pas une chose innocente, non. C'est une chose qui est pensée, donc ça c'est de son ressort. Et de répondre aussi à une invitation, ce n'est pas innocent. Et aujourd'hui que beaucoup de grands festivals se sont annulés, on peut le comprendre. Après, ce que je comprends aussi, c'est que on annule un peu, on annule mécaniquement par la force des choses, mais je remarque aussi que très peu se sont immédiatement remis en question pour dire on maintient, mais
Comment on fait faire autre chose. Ouais. On fait autre chose. Et donc, du coup, le grand avantage de Bruno Boussagol, c'est qu'ici, c'est pas faire autre chose, parce qu'au départ, c'est le projet qui permet, par rapport à notre situation actuelle de conditions sanitaires, de pouvoir maintenir cette aventure, parce que virus ou pas virus, cette aventure, donc c'est ça qui est formidable, c'est que cette nuit des ours, elle est virus ou pas virus. Et c'est pour ça qu'elle est à la bonne place et que je pense que moi j'ai fait une communication là-dessus. J'ai dit que la nuit des ours était une espèce protégée en voie d'apparition. Parce que je le pense vraiment. Je pense vraiment que cette aventure est une aventure de demain qui ne peut attendre. Magnifique. J'ai juste une dernière question avant de vous laisser vous préparer pour jouer. Vous avez une actualité un petit peu? Vous avez des choses J'attends j'attends que Léo Savoyard m'adopte. Je vais peut-être rester ici et tout annuler. Donc j'attends de rencontrer la femme de ma vie ici. Donc je scrute les œufs. Oui, il y en a peut-être si je vois une princesse bloquée dans un œuf, j'irai. Voilà, mais bon, mon actualité, sinon, oui, je vais tourner un film. Je rentre dans ce terrifiant champignon atomique parisien pour tourner un film inspiré du Maître et Marguerite qui s'appelle W de Guillaume Moscovitz. Et je vais donner un grand concert, parce que je donne des concerts à travers un groupe qui n'existe pas, que j'ai monté, qui s'appelle The Magic Square Orchestra. Qui aura lieu le 28 août au Cirque électrique à Paris. Voilà. Magnifique. Voilà. Un grand merci d'être venu nous rencontrer et puis je vous souhaite un bon chemin. On va essayer avec vous surtout. Prenez soin de vous. Et vive le sang vif de Globule. Merci.